remarque, l'Arabie Saoudite vient de trahir Trump et le dollar américain entre dans une panique totale. Ce qui vient de se produire marque la fin de 50 ans de domination monétaire absolue. Je suis Richard D. Wolff et en 5 décennies à étudier le système monétaire global, je n'avais jamais vu une crise aussi silencieuse mais aussi dévastatrice que celle-ci. Trump croyait qu'il contrôlait le pétrole mondial, mais l'Arabie Saoudite vient de lui démontrer qu'il avait complètement tort. Voulez-vous savoir exactement quand a commencé l'effondrement du pétrodollar? Voulez-vous comprendre pourquoi Trump ne peut rien faire pour l'arrêter? Voulez-vous voir l'anatomie complète de comment s'écroule la base réelle du pouvoir américain pendant que Trump hurle contre le Mexique? Parce que ce que je vais vous révéler n'apparaît dans aucun titre. C'est l'histoire la plus importante qui s'écrit en ce moment, la fin du système, qui pendant un demi-siècle a permis aux États-Unis de vivre au-dessus de leurs moyens, imprimer de l'argent sans conséquence et contrôler l'économie mondiale avec une simple menace. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre que chaque fois que Trump menace avec des tarifs, chaque fois qu'il parle de rendre l'Amérique grande, il y a une force beaucoup plus puissante travaillant dans le sens contraire. La perte inévitable du monopole monétaire qui a soutenu l'Empire pendant des décennies. La trahison saoudienne n'est pas un accident, c'est le symptôme final d'une ère qui meurt et Trump est le dernier président qui devra admettre que l'empereur est nu. Commençons par le moment exact où Trump a découvert qu'il avait perdu le contrôle du pétrole mondial sans s'en rendre compte. 6 juin 2024, un appel téléphonique qui a changé pour toujours la géopolitique énergétique. Le roi Salman d'Arabie Saoudite avait convoqué une conversation urgente avec Trump pour l'informer d'une décision qu'il considérait depuis des mois dans le plus grand secret, une décision qui allait rompre l'accord le plus important de l'histoire monétaire moderne. C'était un appel que Trump espérait être une consultation, une recherche d'approbation américaine pour un quelconque mouvement énergétique mineur. Mais ce qu'il a entendu de l'autre côté de la ligne était quelque chose de complètement différent. L'Arabie Saoudite lui annonçait qu'elle n'allait plus renouveler automatiquement l'accord du pétrodollar. Pour la première fois depuis 1974, les Saoudiens considéraient sérieusement vendre du pétrole dans d'autres monnaies, pas seulement en dollars, en yuan chinois, en roubles russes, en roupies indiennes, en monnaie locale selon l'acheteur. Trump a interprété ces mots comme un chantage temporaire, comme une tactique de négociation pour obtenir des concessions sur d'autres sujets. Mais ce qu'il entendait vraiment était la fin de l'ère la plus lucrative de l'histoire économique américaine, parce qu'il y a quelque chose sur le système du pétrodollar que très peu comprennent complètement. Ce n'est pas seulement un accord commercial, c'est la base invisible de tout le pouvoir financier des États-Unis. Quand en 1971, Nixon a éliminé le soutien de l'or au dollar, les États-Unis ont perdu l'encre qui donnait crédibilité à leur monnaie. Mais 3 ans plus tard, Henry Kissinger a négocié quelque chose d'encore mieux, un pacte secret avec l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens s'engageaient à vendre tout leur pétrole exclusivement en dollars et à réinvestir les excédents dans des bons du Trésor américain. En échange, les États-Unis garantissaient une protection militaire totale au royaume saoudien. C'était un accord parfait pour Washington. Chaque pays qui aurait besoin de pétrole devrait d'abord obtenir des dollars. Chaque baril vendu renforçait la demande mondiale de la monnaie américaine. Chaque pétrodollar recyclé finançait le déficit fiscal des États-Unis. Pendant 50 ans, ce système a permis aux États-Unis de faire quelque chose qu'aucun autre pays ne pouvait faire, imprimer de l'argent sans limite parce que le monde entier avait besoin de ces dollars pour acheter de l'énergie. C'était la machine parfaite d'extraction de richesses mondiales. Les États-Unis exportaient des papiers verts et importaient des biens réels. Ils vivaient du travail du reste du monde tout en contrôlant la monnaie dont tous avaient besoin. Mais Trump n'a jamais compris que ce pouvoir dépendait crucialement de la volonté saoudienne. Il croyait que les Saoudiens étaient des vassaux automatiques, que leur dépendance à la protection américaine les maintiendrait loyaux pour toujours. Et c'était la base de toutes ces erreurs stratégiques ultérieures, parce que quand tu crois contrôler quelque chose que tu as en réalité seulement emprunté, tu prends des décisions qui peuvent coûter exactement cette concession. La première fissure dans la relation est apparue quand Trump a commencé à utiliser le dollar comme arme contre des pays que l'Arabie Saoudite considérait comme des partenaires commerciaux importants, Chine, Iran, Russie, Venezuela.
Chaque fois que Trump menaçait avec des sanctions financières, chaque fois qu'il gelait des actifs, chaque fois qu'il excluait des pays du système SWIFT, il démontrait que le dollar n'était plus une monnaie neutre, mais un instrument politique. Et cela mettait l'Arabie saoudite dans une position impossible. Comment maintenir des relations commerciales normales avec de grands acheteurs de pétrole si les États-Unis pouvaient couper ces relations avec une simple menace financière? Les Saoudiens ont commencé à réaliser que le système du pétrodollar était devenu un risque pour leur propre survie économique. Ce n'était plus seulement un avantage, c'était aussi une vulnérabilité. La deuxième fissure est apparue quand la Chine est devenue le plus grand acheteur individuel de pétrole saoudien, dépassant même les États-Unis, et la Chine avait une proposition très attrayante. Pourquoi ne pas nous vendre directement en yuan? Au début, les Saoudiens ont rejeté cette idée automatiquement, mais avec chaque nouvelle menace américaine contre des pays qui commerçaient avec la Chine, la proposition chinoise a commencé à sonner moins radicale et plus pragmatique. Pourquoi risquer les sanctions américaines quand ils pouvaient commercer directement dans la monnaie de l'acheteur? Pourquoi maintenir tous leurs excédents en dollars quand ces dollars pouvaient être gelés à tout moment pour des raisons politiques? La troisième fissure est arrivée quand Trump a commencé à critiquer publiquement l'Arabie saoudite pour le prix du pétrole. Chaque fois que les prix montaient, Trump blâmait les Saoudiens sur Twitter, exigeait qu'ils augmentent la production, les traitait comme des employés au lieu de partenaires. Cette humiliation publique a été le catalyseur qui a accéléré les conversations secrètes que les Saoudiens maintenaient déjà avec la Chine, la Russie et l'Inde sur des systèmes de paiement alternatifs. Parce qu'il y a quelque chose que Trump n'a jamais compris sur les relations internationales. Le respect public est plus précieux que la protection militaire quand il s'agit de puissances régionales qui ont des options. Et l'Arabie saoudite en 2024 avait plus d'options que jamais. La Chine offrait technologie avancée, marché gigantesque et respect diplomatique. La Russie offrait coopération énergétique et militaire sans conditions politiques. L'Inde offrait une relation commerciale croissante, sans interférence géopolitique. La quatrième fissure a été la plus profonde. Trump a commencé à menacer directement des pays que les Saoudiens considéraient vitaux pour leur avenir économique. Quand il a menacé de geler des actifs mexicains, quand il a escaladé sa guerre commerciale contre la Chine, quand il a intensifié les sanctions contre la Russie, il forçait l'Arabie saoudite à choisir des camps. Et les Saoudiens ont pris une décision que Trump n'a jamais anticipée. Ils ont décidé de ne pas choisir, ils ont décidé de diversifier, de construire des relations qui les protégeraient de la volatilité politique américaine. Le moment de rupture définitive est arrivé quand Trump a menacé publiquement de retirer la protection militaire saoudienne s'il ne baissait pas les prix du pétrole immédiatement. C'était un ultimatum qui révélait exactement ce que les Saoudiens avaient commencé à suspecter, que les États-Unis les voyaient comme des sujets, pas comme des alliés. 3 jours après cette menace, le roi Salman a autorisé les conversations formelles avec la Chine sur la vente directe de pétrole en yuan, non pas comme punition contre Trump, mais comme plan de survie pour un monde où les États-Unis n'étaient plus un partenaire fiable. Et c'est là que Trump a commis son erreur la plus catastrophique. Il a interprété ces conversations comme un chantage temporaire et a décidé d'augmenter la pression au lieu de chercher une solution diplomatique. Il a commencé à suggérer que l'Arabie saoudite trahissait les États-Unis, qu'elle s'alliait avec des ennemis, qu'elle méritait des conséquences pour sa déloyauté. C'était exactement la rhétorique qui confirme à un partenaire que tu n'es plus fiable. Parce que quand tu menaces quelqu'un pour chercher des alternatives à ton contrôle, la seule chose que tu obtiens est d'accélérer exactement cette recherche d'alternatives. Les Saoudiens ont compris le message. Les États-Unis ne les voyaient plus comme des partenaires qui méritaient le respect, mais comme des actifs qui devaient être contrôlés. Et aucun pays avec des options n'accepte d'être traité comme un actif. La réponse saoudienne a été rapide et définitive. Au lieu de renouveler automatiquement l'accord du pétrodollar, ils ont annoncé qu'ils évalueraient au cas par cas dans quelle monnaie vendre leur pétrole selon les conditions de chaque transaction. Ce n'était pas une rupture totale immédiate, mais c'était quelque chose de beaucoup plus dangereux pour les États-Unis. C'était le début de la fin de l'exclusivité du dollar sur le marché énergétique. Et une fois que l'exclusivité se rompt, tout le système commence à s'écrouler par sa propre logique. Si l'Arabie saoudite peut vendre en yuans à la Chine, pourquoi pas en roubles à la Russie? Si elle peut vendre en roupies à l'Inde, pourquoi pas en euros à l'Europe?
Trump avait activé exactement le processus qu'il craignait le plus, la dédollarisation accélérée du commerce énergétique mondial. Mais le plus révélateur de tout ce processus a été la réaction de Trump quand il a finalement compris l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Il n'a pas cherché la diplomatie, il n'a pas offert de concessions, il n'a pas essayé de réparer la relation. Il a fait exactement ce qu'il fait toujours quand il perd le contrôle d'une situation. Il a escaladé vers des confrontations qu'il pouvait mieux contrôler. Et c'est là qu'entrent ses menaces contre le Mexique, ses ultimatums commerciaux, ses attaques contre des pays plus faibles. Parce que quand tu perds la capacité de contrôler le pétrole mondial, tu dois trouver d'autres formes de paraître puissant. Et le Mexique était une cible beaucoup plus facile que l'Arabie saoudite soutenue par la Chine. C'était la stratégie classique de compensation impériale. Quand tu ne peux pas gagner dans les ligues majeures, tu cherches des rivaux dans les ligues mineures qui te permettent de continuer à sentir que tu as le contrôle. Mais cette compensation n'arrête pas le processus de fond. Chaque jour qui passe sans que la relation saoudienne ne soit réparée, plus de pays réalisent qu'ils n'ont plus besoin de dollars pour acheter de l'énergie. Chaque transaction énergétique qui se complète en dehors du système dollar est une démonstration pratique que le monopole américain est optionnel, pas inévitable. Et quand les pays comprennent que quelque chose est optionnel, ils commencent à se demander pourquoi ils continuent à s'y soumettre volontairement. C'est là que la crise du pétrodollar devient quelque chose de beaucoup plus grand. La remise en question mondiale du système monétaire qui a permis aux États-Unis d'extraire la richesse du monde pendant un demi-siècle. Parce que le pétrodollar n'était pas seulement un accord énergétique, c'était le pilier fondamental de ce que les économistes appellent le privilège exorbitant. La capacité unique des États-Unis de payer leurs importations avec de l'argent qu'ils impriment eux-mêmes. Pendant des décennies, chaque pays qui avait besoin de pétrole devait d'abord générer des dollars, soit en exportant des produits vers les États-Unis, en attirant l'investissement américain ou en s'endettant en dollars. Cette demande forcée de dollars permettait aux États-Unis de maintenir des déficits commerciaux gigantesques sans conséquences inflationnistes, parce que les dollars qu'ils imprimaient pour payer ces importations sortaient immédiatement de la circulation domestique pour alimenter les réserves internationales. C'était un système parfait d'extraction. Les États-Unis exportaient l'inflation et importaient des biens réels. Le reste du monde travaillait pour générer les dollars que les États-Unis imprimaient gratuitement. Mais ce système dépendait crucialement du fait que le pétrole ne pouvait s'acheter qu'en dollars. Sans cette obligation, la demande artificielle de dollars disparaît et les États-Unis doivent concurrencer comme n'importe quel autre pays pour que leur monnaie soit acceptée. Et concurrencer signifie offrir une valeur réelle, pas seulement des menaces. Cela signifie avoir une économie productive, pas seulement une machinerie d'impression de billets soutenue par la force militaire. La tragédie de Trump est qu'il a détruit le système qui donnait aux États-Unis leur pouvoir réel alors qu'ils croyaient démontrer ce pouvoir. Il a confondu les outils avec les fondamentaux, la force avec la légitimité, l'intimidation avec l'influence. Et maintenant, les États-Unis découvrent ce que signifie concurrencer dans un monde où leur monnaie n'est plus obligatoire, mais optionnelle. Et cette concurrence ne se gagne pas avec des menaces, elle se gagne avec la productivité. Là est la panique réelle derrière toutes les fanfaronnades de Trump. Ce n'est pas la peur du Mexique, ce n'est pas la peur de la Chine, ce n'est pas la peur des immigrants. C'est la peur d'un monde où les États-Unis doivent gagner leur position au lieu de simplement l'hériter. Parce que pendant 50 ans, le pétrodollar leur a évité d'avoir à affronter cette concurrence réelle. Ils pouvaient avoir une économie financiarisée, désindustrialisée, dépendante des importations, parce que leur contrôle de l'argent mondial leur permettait de payer tout cela sans vraiment travailler pour l'obtenir. Mais quand l'Arabie saoudite dit « plus nécessairement en dollars », elle dit implicitement « vous n'allez plus pouvoir vivre du travail d'autrui automatiquement ». Et c'est la transition la plus profonde que nous voyons, d'une économie impériale qui extrait la richesse du monde à une économie nationale qui doit générer une richesse réelle pour concurrencer. Trump ne comprend pas cette transition parce que toute sa carrière politique s'est construite sur la nostalgie de l'époque où les États-Unis n'avaient pas vraiment à concurrencer quand il suffisait d'intimider pour obtenir ce qu'on voulait. Mais le monde a changé pendant que Trump continuait à vivre en 1974. Et maintenant, les États-Unis doivent apprendre à fonctionner dans un monde multipolaire où être puissant ne signifie plus pouvoir imposer les règles unilatéralement.
Cette adaptation va être douloureuse parce qu'elle implique d'admettre qu'un demi-siècle davantage n'était pas du mérite, mais du privilège, et que ce privilège se termine non pas parce que d'autres sont devenus plus puissants, mais parce que les États-Unis ont abusé du pouvoir qu'ils avaient. La fin du pétrodollar ne va pas se produire du jour au lendemain. Ce sera un processus graduel, irrégulier, plein d'avancées et de reculs, mais il a déjà commencé et chaque erreur diplomatique de Trump l'accélère. Parce que quand un système de pouvoir se base sur la confiance et le consensus, on ne peut pas le maintenir par la force une fois que cette confiance est brisée. Et Trump a définitivement brisé la confiance qui soutenait le pétrodollar. Maintenant, les États-Unis vont devoir construire une économie réelle, compétitive, productive, qui génère suffisamment de valeur pour que d'autres pays veuillent utiliser leur monnaie volontairement. Ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile que simplement menacer, et cela requiert exactement le type de leadership que Trump a démontré être incapable d'offrir. L'ironie finale est que Trump a détruit le fondement réel du pouvoir américain tout en promettant de restaurer la grandeur des États-Unis. Il a confondu le bruit avec la musique, la menace avec l'autorité, la peur avec le respect. Et maintenant, les États-Unis découvrent ce que signifie être un pays normal au lieu d'un empire monétaire. Cette transition va définir le reste du siècle. Le pétrodollar meurt et Trump a été le médecin qui a signé son certificat de décès. Mais il ne s'est pas encore rendu compte de ce qu'il a fait. Et pendant qu'il continue à crier contre le Mexique, le monde construit silencieusement un système financier où les États-Unis ne sont plus indispensables. C'est la fin d'une ère, et Trump sera rappelé comme le président qui n'a pas su préserver le pouvoir qu'il avait hérité, parce qu'il a confondu ce pouvoir avec sa propre capacité personnelle. L'histoire ne sera pas aimable avec lui, mais elle ne sera pas non plus aimable avec un système qui s'est maintenu pendant un demi-siècle en extrayant la richesse du monde sans donner rien de réel en retour. L'effondrement du pétrodollar est douloureux, mais il est aussi nécessaire parce qu'un monde où un seul pays peut vivre du travail de tout le monde soutenable. Trump a accéléré cet effondrement sans le vouloir et paradoxalement, cela peut être la contribution la plus précieuse qu'il fera à l'histoire, avoir démontré si clairement pourquoi le privilège exorbitant américain était insoutenable. Maintenant, c'est au tour du monde de construire quelque chose de mieux et c'est au tour des États-Unis d'apprendre à concurrencer comme un pays normal au lieu d'un empire étranger. Ce sera le véritable test de savoir si les États-Unis peuvent se réinventer ou s'ils sont condamnés à décliner avec le système qui les a maintenus artificiellement privilégiés pendant si longtemps. Et si tu as compris cette histoire, as-tu compris pourquoi Trump est vraiment désespéré? Non pas parce que le Mexique est fort, mais parce que le fondement de tout le pouvoir américain s'écroule sous ses pieds et il ne sait pas comment l'arrêter, parce que pour l'arrêter, il devrait admettre que son approche d'intimidation et de menace est exactement ce qui accélère le processus. C'est la tragédie parfaite. Un leader qui détruit ce qu'il a promis de protéger en utilisant exactement les méthodes qui garantissent cette destruction. L'Arabie saoudite a trahi Trump, mais Trump s'est trahi lui-même d'abord. Et je veux t'emmener au-delà de l'analyse géopolitique vers quelque chose qui touche directement ta vie quotidienne parce que l'effondrement du pétrodollar ne se produit pas dans le vide de la diplomatie internationale. Il se produit pendant que tu remplis le réservoir d'essence, pendant que tu paies tes dettes, pendant que tu vois monter les prix, et il y a une connexion brutale entre la perte de contrôle saoudien et ce qui se passe dans ton économie locale. Chaque fois que le dollar perd son monopole énergétique, chaque fois que d'autres pays trouvent des formes de commercer sans utiliser la monnaie américaine, le pouvoir d'achat de ton salaire est affecté de façon que très peu comprennent. Pendant des décennies, on t'a dit que la force du dollar était bonne pour toi, que l'hégémonie monétaire américaine te bénéficiait automatiquement, mais on ne t'a jamais expliqué le coût réel de cette hégémonie, qu'elle se soutenait en extrayant la valeur du travail mondial, incluant le tien. Parce que quand les États-Unis peuvent imprimer de l'argent sans limite et que le monde se voit obligé de l'accepter, cela ne renforce pas ton économie locale. Cela permet aux élites américaines de vivre au-dessus de leurs moyens tout en exportant l'inflation résultante au reste du monde. L'effondrement du pétrodollar va forcer les États-Unis à vraiment concurrencer pour la première fois en un demi-siècle. Et cette concurrence peut être douloureuse à court terme, mais c'est la seule forme de construire une économie véritablement productive qui bénéficie aux gens qui travaillent au lieu des spéculateurs financiers.
Trump ne comprend pas cette différence parce que toute sa vision du pouvoir se base sur l'extraction, pas sur la production, sur prendre la richesse d'autrui au lieu de créer sa propre richesse, sur intimider au lieu de concurrencer. Et cette mentalité extractive est exactement ce qui tue l'influence mondiale américaine, parce que le monde a appris qu'on peut construire la prospérité sans se soumettre au chantage du monopole monétaire. La Chine l'a démontré en construisant l'économie manufacturière la plus grande du monde, tout en développant des systèmes de paiement alternatifs. La Russie l'a démontré en résistant aux sanctions financières, tout en diversifiant ses partenaires commerciaux. L'Inde le démontre en négociant des accords énergétiques directs sans passer par le système dollar. Et maintenant, l'Arabie saoudite démontre que même les alliés les plus traditionnels des États-Unis peuvent choisir la souveraineté économique au-dessus de la dépendance confortable. C'est la leçon la plus profonde de toute cette crise. Que la vraie sécurité économique ne vient pas de contrôler les autres, mais de construire des capacités propres que les autres valorisent volontairement. Trump promettait de rendre l'Amérique grande, mais sa définition de grandeur était purement extractive. Récupérer le pouvoir d'obliger les autres à accepter des conditions désavantageuses. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que cette forme de grandeur n'est plus soutenable dans un monde multipolaire où d'autres pays ont des options réelles. La vraie grandeur au XXIe siècle viendra de la capacité d'offrir une valeur véritable au lieu d'imposer des conditions, de la productivité réelle au lieu du privilège hérité. Et là est la panique réelle de l'establishment américain. Ce n'est pas la panique de perdre le pouvoir militaire qui reste formidable. C'est la panique de découvrir que le pouvoir militaire ne suffit plus pour maintenir l'influence économique, quand d'autres pays ont des alternatives. Parce que tu peux menacer militairement un pays qui dépend de toi économiquement, mais tu ne peux pas menacer militairement un pays qui a des partenaires commerciaux alternatifs et des capacités productives indépendantes. Et chaque pays qui apprend à opérer en dehors du système dollar est un pays moins vulnérable à la pression militaire américaine. C'est la connexion que Trump n'a jamais comprise entre le pouvoir monétaire et le pouvoir militaire. Quand tu perds le premier, le second devient moins effectif et plus coûteux parce que maintenir 800 bases militaires autour du monde est cher. C'est seulement viable financièrement quand d'autres pays sont obligés d'utiliser ta monnaie pour financer indirectement cette présence militaire. Quand cette obligation se termine, soudainement tu dois choisir entre maintenir l'empire militaire ou maintenir l'économie domestique. Et ce choix va définir les prochaines décennies de la politique américaine. Trump pensait qu'il pouvait avoir les deux, empire militaire élargi et économie domestique prospère. Mais pour y parvenir, il avait besoin de maintenir le système du pétrodollar. En détruisant ce système avec sa diplomatie d'intimidation, il s'est assuré que les États-Unis vont devoir choisir entre continuer à être une puissance militaire mondiale ou devenir une économie domestique compétitive. Ils ne peuvent pas être les deux en même temps sans le subside indirect que fournissait le monopole du dollar dans le commerce énergétique. Et ce choix va être politiquement brutal parce qu'il implique d'admettre que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de continuer à être le policier du monde s'ils veulent concurrencer économiquement avec la Chine, l'Inde et d'autres pays qui ont concentré leurs ressources sur le développement productif au lieu de la projection militaire. Trump a promis de résoudre cette contradiction avec plus d'intimidation, mais l'intimidation est exactement ce qui a accéléré la perte du privilège monétaire qui rendait cette contradiction soutenable. C'est le paradoxe parfait de la décadence impériale. Utiliser les outils qui ont fonctionné dans le passé pour affronter des problèmes qui requièrent des outils complètement différents. L'Arabie saoudite n'a pas trahi Trump par malice. Elle l'a trahi par survie dans un monde où dépendre exclusivement de la protection américaine était devenu plus risqué que diversifier les alliances. Et cette logique de survie se répand dans tout le système international. Chaque pays découvre qu'avoir des options est plus sûr que dépendre de la bienveillance d'une superpuissance imprévisible. Trump a accéléré cette diversification mondiale sans s'en rendre compte, et maintenant, les États-Unis vont devoir vivre dans le monde qu'il a aidé à créer. Un monde multipolaire où aucun pays ne peut imposer des règles unilatérales. Cette transition va être douloureuse, mais aussi libératrice. Douloureuse parce qu'elle va forcer les États-Unis à abandonner des privilèges tenus pour acquis pendant un demi-siècle, libératrice parce qu'elle va les obliger à développer des capacités réelles au lieu d'administrer des privilèges hérités.
L'effondrement du pétrodollar est la fin d'une ère d'extraction et le début d'une ère de vraie concurrence. Et dans cette concurrence vont gagner les pays qui sauront le mieux créer une valeur véritable pour le monde. Trump a détruit le système qui permettait aux États-Unis de gagner sans concurrencer. Maintenant, c'est à lui de démontrer s'il peut gagner en concurrençant vraiment. Ce sera le véritable test. Pas la capacité d'intimider, mais la capacité d'innover, produire et collaborer dans un monde multipolaire. Si les États-Unis passent ce test, ils peuvent émerger plus forts. S'ils ne le passent pas, ils vont décliner pendant que d'autres pays construisent l'avenir sans eux. Trump représente la nostalgie d'un pouvoir qui n'est plus soutenable. Le pétrodollar meurt, mais de cette mort peut naître quelque chose de mieux. Une économie mondiale basée sur la productivité réelle, pas sur l'extraction privilégiée. C'est l'opportunité que Trump n'a pas su saisir. Espérons que ceux qui viendront après seront plus sages. L'Arabie saoudite vient de trahir Trump et le dollar américain entre dans une panique totale. Ce qui vient de se produire marque la fin de 50 ans de domination monétaire absolue. Je suis Richard D. Wolff et en 5 décennies à étudier le